Passionnant dans les travaux de Baptiste, c'est qu'il me semble qu'avec le management, il touche quelque chose de l'essence de notre temps. On a pu décrire la singularité des temps que nous vivons à travers une importance extraordinaire accordée à la science, au décryptage du monde à travers les mathématiques. Ça, c'était le programme qui a été institué au début du XVIIe siècle pour prendre une figure emblématique par Galilée. Ça induit aussi un certain type de rapport au monde qui s'est extériorisé à travers la technique moderne inspirée par la science moderne. Mais on pourrait dire qu'aujourd'hui, ce qui est frappant et qui est vraiment universel, c'est-à-dire qui s'étend aussi bien sur la Terre entière que dans tous les secteurs d'activité, c'est la pensée managériale. C'est-à-dire que la pensée managériale est encore beaucoup plus générale que la pensée scientifico-technique, parce qu'en fait, dans notre existence, il y a quand même un certain nombre, même si la technique a eu tendance à envahir de plus en plus nos existences, il n'y a plus beaucoup d'endroits où nous échappons à cette technique. Malgré tout, il en reste certains, alors qu'on a l'impression que pour ce qui est de la pensée managériale, elle est absolument partout. Et je pense que si on voulait caractériser vraiment la singularité de notre temps, ce serait peut-être ce qui est le plus singulier, ce serait cet empire de la fonction managériale qui s'étend vraiment absolument partout. Je l'ai vécu par exemple très concrètement à l'université. L'université normalement aurait dû être un lieu préservé de cet empire du management, alors qu'en revanche, au contraire, depuis un certain nombre d'années, elle est complètement aspirée par cette pensée managériale. Où les gens à l'université ne cessent de faire des maquettes, d'organiser tout en fonction d'un certain nombre d'exigences qui sont de type managérial. L'hôpital, c'est la même chose. Si vous voulez, il y avait eu à propos de l'université, il y a eu un épisode qui avait été très emblématique, me semble-t-il. C'était à l'époque où Tony Blair était le Premier ministre britannique, et il était allé à Cambridge, qui est une des deux plus grandes universités anglaises. Il avait fait un discours devant tous les professeurs qui étaient réunis, et à un moment donné, il avait évoqué les professeurs comme des employés de l'université. Et à ce moment-là, il y avait un professeur qui très dignement s'était levé et qui avait dit « Monsieur le Premier ministre, nous ne sommes pas les employés de l'université, nous sommes l'université ». Alors la réflexion était très belle parce qu'effectivement l'université en Europe s'est constituée de cette manière-là. C'est-à-dire que ce n'était pas c'était pas la monarchie ou des corps préconstitués qui ont décidé d'édifier l'université. L'université, ça résultait d'initiatives de professeurs et d'étudiants pour se rassembler pour que les uns enseignent aux autres. Mais aussi belle soit cette réaction du professeur aux propos du Premier ministre, en même temps, le Premier ministre disait la réalité, c'est-à-dire qu'au sein de l'université aujourd'hui, les professeurs sont des employés de l'université. Mais ils sont des employés de qui ? Ils sont employés d'une direction qui dirige justement cette institution avec tous les principes du management. Voilà. L'hôpital, c'est la même chose. Auparavant,
ceux qui dirigeaient un hôpital, c'était les chefs le collège, on pourrait dire, des chefs des différents services de l'hôpital. Aujourd'hui, il y a une direction managériale et les chefs de service, même s'ils n'ont pas perdu toutes leurs prérogatives, en même temps deviennent des employés aussi de l'université. Et on voit que de ce point de vue-là, la pensée managériale se répand absolument partout. C'est pour ça que j'avais fait le lien avec votre livre sur une question de tête, parce que justement, quand vous reprenez les thématiques développées par Ivan Illich sur l'organisation qui prend le pas sur son propre but de base, notamment sur l'hôpital, en fait, du coup, je trouvais que ça se retrouvait beaucoup avec la question managériale, en fait, c'est l'organisation, le management, en fait, qui bouffe un peu l'espace. Dans une question de taille, comme le titre l'indique, j'ai été extrêmement attentif à l'importance des questions quantitatives, qui est souvent laissée de côté dans la pensée philosophique des derniers siècles, pour une raison qui est liée à ce dont je parlais auparavant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu cette scission entre d'un côté les sciences, de l'autre côté la philosophie, les philosophes ont eu tendance à penser que dès que les questions étaient quantitatives, dès qu'il fallait compter, tout ça, ça ne les regardait pas, c'était l'affaire des scientifiques, et eux, ils étaient dans une sorte de monde où la quantité n'existait pas. Le nombre, ils ne veulent pas le connaître, la quantité, ils ne veulent pas la connaître. Et bon, j'ai considéré que c'était quelque chose qui était tout à fait catastrophique pour la pensée, parce que il se produit dans le monde des moments où des changements quantitatifs induisent des changements qualitatifs. Et donc, si on fait comme si les qualités étaient tout à fait indépendantes des quantités, ça aboutit à quelque chose de catastrophique. Alors, j'en donne énormément d'exemples dans le livre en question. La réflexion politique, par exemple, si on ne tient pas compte des quantités, on se met à dire absolument n'importe quoi. Et du coup, effectivement, on dit n'importe quoi. Par exemple, on va classer les différents régimes en disant il y a des monarchies, il y a des aristocraties et puis il y a des démocraties. Bon, qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est quand le peuple se gouverne lui-même. Mais on va appliquer le même terme de démocratie à l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ, où il y avait 20 à 30 000 citoyens, et puis à l'Inde contemporaine, où il doit y avoir 800 millions de personnes inscrites ou peut-être encore plus, sur les listes électorales. On va dire, bon, puisque les gens votent, eh bien, ce sont des démocraties. Mais le fait qu'on soit passé de quelques dizaines de milliers de personnes concernées à des centaines de millions, fait que ça ne peut absolument pas être quelque chose de comparable. J'aime bien prendre une métaphore de Musil, il dit par moments c'est comme si on mettait dans la même catégorie des vaches et des tables sous prétexte que toutes les deux ont 4 pieds. Vous voyez, c'est ça. Donc on prend une légère ressemblance formelle entre deux régimes et puis on met ça dans la catégorie démocratie, alors même que pour des raisons quantitatives, les deux ne peuvent absolument pas fonctionner de la même manière. Et on pourrait dire qu'il y a beaucoup plus de parenté entre une démocratie une ville, une cité, si vous voulez, démocratique et une cité monarchique, mais qui ont toutes les deux 100 000 habitants, qu'entre une cité démocratique de 100 000 habitants et un pays d'1 milliard d'habitants qu'on dit démocratique. La quantité, là, fait complètement exploser, si vous voulez, les catégories usuelles. Et il y a des tas de domaines comme cela où on se met à parler complètement dans le vide quand on ne tient pas compte des différences énormes induites par les questions quantitatives. Alors, il est clair que plus la taille croît, plus... Alors, pourquoi la taille croît? Évidemment, il y a toujours des avantages à croître en taille, c'est qu'on devient plus puissant par rapport à ses concurrents. Même si d'ailleurs on est moins efficace qu'on ne le serait en petites entités, malgré tout, la grosse, elle est capable d'écraser les petites. En revanche, il y a aussi le gros problème quand on croît en taille, c'est que la coordination de cet ensemble de plus en plus gros va demander de plus en plus d'efforts. Et c'est là qu'il y a effectivement un lien entre l'empire du management et la croissance de toutes les choses en taille. C'est que plus les choses croissent en taille, plus elles sont
difficile à encore tenir, à synchroniser toutes les actions à l'intérieur de cette entité de plus en plus grosse. Et ça justifie, entre guillemets, l'existence d'une caste managériale de plus en plus importante, dont le seul but est de faire tenir les morceaux ensemble.